Mesdames et messieurs, bonsoir. Depuis le démarrage de cette émission Hourrat en janvier 2022 sur M24, nous n'avons cessé de parler avec tous nos invités, hommes, femmes, jeunes et moins jeunes, des droits des femmes, d'égalité, de parité, de justice et de liberté. On en a rêvé. Sa Majesté Mohamed VI a tranché. Le code de la famille sera révisé. Jamais un discours du trône n'a été aussi clair et précis en faveur des Marocaines, de leur rôle et de leur implication dans l'évolution du pays et sa progression. Pas de développement possible sans la moitié de la population du pays encore privée de droits d'égalité et de justice. Le code de la famille, qui a permis certes des avancées notables il y a 18 ans, doit être revu à la lumière de la nouvelle Constitution. Ce code, on le sait aussi, a été très mal appliqué et concerne l'ensemble de la famille, les hommes, les femmes et les enfants bien sûr qui doivent être protégés. Pour le souverain, l'esprit de la réforme ne consiste pas à octroyer à la femme marocaine des privilèges gracieux, mais bien plus précisément à lui assurer la pleine jouissance des droits légitimes que lui confère la loi. Dans le Maroc d'aujourd'hui, il n'est plus en effet possible qu'elle en soit privée, affirme le roi, avec une vérité essentielle, et c'est Sa Majesté qui le confirme, quand les femmes accèdent pleinement à leurs droits, elles ne portent aucun préjudice aux hommes, pas plus qu'elles ne se font du tort. Bien au contraire. Alors, merci, Majesté. Aujourd'hui, nous allons parler, bien entendu, de ce discours, mais aussi de genre, de parité et d'éducation, en particulier celle des jeunes filles, et le rôle important qu'elles jouent dans leur autonomisation et la prévention des mariages précoces. Je reçois pour en parler Naïma Snahaji, sociologue, présidente du comité de soutien à la scolarisation des filles. Naïma, bonsoir et merci d'avoir accepté l'invitation de Hourrat. Bonsoir et merci de m'avoir invité dans cette belle émission. C'est nous qui te remercions. Alors, je fais un petit récapitulatif très rapide de ta grande carrière. Tu as démarré donc au sein du ministère de l'Artisanat et des Affaires sociales, à la direction des Affaires sociales précisément, où tu as exercé pratiquement plus de 20 ans. Donc aujourd'hui, tu es consultante à titre privé auprès d'organismes nationaux et internationaux. Oui. Tu as été en charge principalement de la promotion des femmes, de l'alphabétisation des adultes, protection de l'enfance, l'intégration sociale des personnes handicapées, coordinatrice des activités des ONG à caractère social. Et là, tu es devenue consultante, comme je viens de le dire. Donc, qu'est-ce qui a motivé ce choix d'abord d'aller dans les affaires sociales? Est-ce qu'il y avait une fibre, une envie, un hasard, une coïncidence? D'abord une fibre. Et je pense que la fibre sociale m'a accompagnée toute ma vie, depuis mon plus jeune âge. Et elle a été, je dirais, enrichie, encore plus ancrée par ma formation en sociologie. Elle a été aussi accompagnée par le caractère militant que j'ai acquis dans la plus belle école où j'étais, qui s'appelle l'UNEM. Moi, j'estime que c'est là où j'ai appris énormément de choses. C'est la chance de votre génération, oui, cet apprentissage. Oui, cet apprentissage au sein de l'Union nationale des étudiants du Maroc. C'est un passage qui nous a beaucoup appris. Et donc, voilà qu'après mes études, j'atterris au Maroc au début des années 80. Et il n'y avait pas, avant, il n'y avait pas de direction des affaires sociales. Donc, je fais partie d'une petite équipe qui a créé cette direction et qui, effectivement, au départ, s'occupait de toutes les thématiques que tu as citées et qui, après, s'est développé. En fait, il en est sorti l'agence de l'alphabétisation, le Haut Commissariat aux personnes handicapées. Mais au départ, le tout était dans cette direction. Et comme j'ai été chef d'une division, donc je m'occupais un peu de tout. Mais effectivement, j'ai terminé à la direction des affaires sociales en tant que responsable de la question à l'époque, on parlait de la promotion de la femme. Bon, après, j'ai eu d'autres postes dans les relations internationales. Mais tu as été aussi conseillère de la ministre du Développement social. Pratiquement de tous les ministres avec lesquels j'ai travaillé. Oui, mais officiellement en 2004-2005, je pense. Oui, en 2004-2005, voilà.
Et donc pourquoi avoir quitté la fonction Alors, au fait, publique? je n'ai jamais voulu quitter l'administration. C'est là où j'ai appris, c'est là où j'ai beaucoup donné. C'est un monde dans lequel j'ai vécu. D'une part, j'ai plafonné au niveau de la responsabilité et j'ai été présentée plusieurs fois à de plus hautes responsabilités et ça n'a pas marché parce qu'à l'époque, il y avait quelques obstacles pour les femmes et pour... à quel niveau des il obstacles? y avait des obstacles. Les femmes n'accédaient pas facilement aux hautes responsabilités. Les choses ont un peu changé maintenant. On n'est pas encore à la parité, mais les choses ont un peu évolué. Et puis, il y a eu cette opportunité du départ volontaire de l'administration. Je dis opportunité entre guillemets parce que les études après ont démontré que ce n'était pas vraiment une opportunité pour l'administration. Notamment, oui. Oui, et donc je l'ai quitté, mais au fait, je l'ai pas quitté, je l'ai quitté statutairement, et donc j'ai commencé à travailler en tant que consultante avec des organismes internationaux sur des projets pour l'administration marocaine. Donc en fait, tu as fait le lien encore... et Voilà. tu t'es beaucoup investi dans le champ associatif. Oui, alors dans le champ associatif aussi. Donc il y a eu, j'ai fait partie de plusieurs associations. Et donc après avoir, quand j'étais dans l'administration, comme j'étais dans les secteurs sociaux, j'étais dans les associations, mais je ne prenais pas de responsabilité par peur de double emploi, de conflit d'intérêts. Et donc, quand j'ai quitté l'administration, je me suis vraiment investie dans mon association. Donc, tu es aujourd'hui présidente donc, du comité de soutien à la scolarisation des filles. Oui, je suis donc présidente du comité de soutien à la scolarisation des filles rurales, que tu connais si bien, que tu as si bien soutenu du temps où tu étais à Femmes du Maroc. Ça ne nous rajeunit pas, mais bon, c'est pas grave. Non, ça ne nous rajeunit pas, mais on n'oublie pas. Absolument. Dans l'association, on n'oublie pas le soutien que nous avons eu de Femmes du Maroc du temps où tu étais, parce qu'on ne l'a plus. Bon, voilà. Peut-être qu'il va revenir. J'espère. Alors, pour en revenir justement au CSSF, donc, qu'est-ce que c'est que le CSSF? C'est quoi ses missions? Je sais que tu as participé à la création, pratiquement, vous étiez une bande presque de copines, d'amies, toutes investies pleinement dans la cause des femmes, des enfants, des petites filles en particulier. Alors, le CSSF a été créé donc en 98 par un groupe de militantes et de militants qui sont très connus. Et donc, il est né suite à un constat de l'époque, qui est toujours là, mais bon, qui a un peu évolué. Le constat était que le système éducatif est très inégalitaire. Et parmi les grandes inégalités, c'est les inégalités de genre et les inégalités spatiales. Donc, il y a plus de problèmes dans le milieu rural, et il y a plus de problèmes pour les petites filles rurales que pour les garçons. Et donc, à partir de là, à partir de cette inégalité, à partir de ce constat, donc un groupe de militants ont créé donc cette association, et avec une vision claire, c'est que les jeunes filles rurales doivent aussi bénéficier de leur droit à l'éducation. Parce que l'éducation est un droit. Le CSSF n'est pas une association charitable, c'est une association de droits humains. Et le droit de l'éducation à l'éducation fait partie des droits humains. Donc, c'est une association qui a des valeurs, la participation, l'égalité des chances, la citoyenneté, et donc s'est fixé pour objectif de participer, de contribuer à sa juste valeur. Alors, moi, ce que j'aimerais que tu me dises, Naïma, parce que c'est un concept qui est extrêmement innovant à l'époque, mais pour moi, il continue à l'être. C'est-à-dire, en fait, vous avez imaginé une forme de parrainage. La bourse pour réussir. Est-ce que tu peux en parler? Parce que ça peut aussi intéresser nos téléspectateurs. Bien sûr. Le programme Une bourse pour réussir a été et est toujours le programme phare du CSSF. Donc, c'est un programme d'accompagnement à ce qui doit être fait par l'État. Parce que je voudrais quand même préciser quelque chose. L'éducation, c'est le rôle de l'État. La société civile ne fait qu'accompagner. Donc nous, le CSSF a commencé par ce petit programme qui permet à des jeunes filles rurales qui sont arrivées, et qui sont très peu nombreuses, et qu'elles le sont toujours, qui sont arrivées au certificat d'études, mais qui ne peuvent pas aller au collège
Parce que soit il n'y a pas de collège, soit les conditions ne le permettent pas. Et à l'époque, il n'y avait pas autant de Dar Taliba. Donc l'idée est toujours c'est de créer des petits foyers à l'échelle humaine qui accueillent une vingtaine de jeunes filles dans le village le plus proche où il y a un collège. Et le foyer, l'objectif n'est pas de venir dans le foyer, l'objectif est de continuer la scolarité et de pouvoir aller au collège et bien sûr après au lycée et à l'université, etc. Et donc, et le foyer est aussi un espace de citoyenneté, il y a un encadrement Pédagogique aussi. il y a donc une directrice qui s'occupe des filles, de leur scolarité, et il y a aussi une dame qui s'occupe des affaires domestiques. Et c'est surtout à l'échelle humaine. Et c'est pour ça que c'est un programme qui a réussi, parce que c'est pas tant les chiffres qui comptent, mais c'est la qualité de ce programme. Aujourd'hui, moi, je peux te dire, par mon action sur le terrain, j'ai visité beaucoup de Dar Taliban. Et j'en ai vu des merveilles, vraiment. Il y en a qui sont merveilleuses. Puis il y en a d'autres où le problème n'est pas... Le problème est l'encadrement. Il y a des Dar Taliba où il y a 300 filles, où il y a 2-3 encadrantes. Ce n'est pas suffisant. C'est pas suffisant, et c'est ça le problème. Donc, l'avantage du programme Une bourse pour réussir, c'est cette quantité réduite, un bon encadrement, et qui permet de donner des bons résultats. Et aujourd'hui, je peux être qu'après 20 ans, plus de 20 ans de ce programme, nous sommes très fiers d'avoir des jeunes filles qui sont médecins, qui sont assistantes sociales, qui sont infirmières, qui ont fini leur carrière, leur cursus. Et c'est grâce justement à cet encadrement, quand le taux de passage du collège au lycée et de 40% d'une manière au niveau national, nous on fait du 97-98%, parce qu'on a aussi quelques petits problèmes. Bien entendu, mais disons qu'il y a quand même un taux de réussite assez important. Voilà, il y a un taux de réussite très important, et surtout une continuité dans l'action avec les jeunes filles qui bénéficient des foyers du CSSF. Alors, je voudrais quand même une chose très importante, c'est que le CSSF fait ça en s'appuyant sur des associations locales qui gèrent ces foyers. Et nous, notre rôle, c'est surtout de mobiliser des bourses pour financer les foyers, et aussi faire du plaidoyer pour la scolarisation des filles rurales, qui est une vraie problématique, qui reste une vraie problématique. Alors justement, pourquoi cette éducation, cette scolarité, ce passage obligatoire est important par le collège en quoi il est important? Qu'est-ce qui permet aussi d'éviter à ces jeunes filles? Parce que si une jeune fille arrête ses études au niveau du CM2, Shahada... Alors là, on parle de celles qui ont eu la chance d'aller jusqu'à Shahada. Mais il y en a plein qui n'ont même pas eu cette chance. Oui. Et là, tu me permets d'ouvrir une brèche sur notre système éducatif d'une manière générale. Et moi, je dis toujours, il y a les défaillances. Il faut vraiment que notre système éducatif devienne égalitaire au point de vue spatial et de sexe. Malheureusement, ce qui se passe, c'est que notre pays... on a eu la charte de l'éducation, on a eu la vision 2030, on a eu le programme d'urgence, maintenant on a la feuille de route du ministère. Et donc on n'arrête pas d'avoir des programmes et des stratégies, et à chaque fois on change les priorités. À mon sens, il y a deux priorités sur lesquelles il faut vraiment s'attarder. C'est la gouvernance du système éducatif. Qui fait quoi? Qui contrôle qui? Comment on évalue les différents programmes? Est-ce qu'on fait des évaluations? Est-ce qu'on recorrige après les évaluations? Donc vraiment, le problème est un problème de gouvernance. Et la deuxième grande priorité pour moi, c'est de s'attaquer aux inégalités entre rural et urbain, et aux inégalités entre garçons et filles. Les deux grands problèmes que nous rencontrons, et on a des filles des fois qui abandonnent, et c'est les deux gros problèmes, c'est le mariage des mineurs et le travail des petites filles. Ça, ce sont deux... je dirais deux gros... C'est des fléaux. Deux gros fléaux auxquels nous devons nous attaquer, et je crois que nous avons une opportunité aujourd'hui pour en parler. Tout à fait. Donc le fameux discours qui a
qui a en fait enfin écouté les doléances de la société civile, Exactement. les revendications qui existent aujourd'hui un peu partout, même sur le net, sur le digital. Donc aujourd'hui, c'est une très bonne nouvelle, le code sera révisé. Alors selon toi, Naïma, c'est quoi pour toi les points qui devraient être revus et comment ça va se passer? Parce que là, nous avons bien entendu des orientations. Mais comment les choses vont se concrétiser? Alors, juste avant, je voudrais parler de féminisme, juste dire que le féminisme est une valeur universelle qui doit Oui, être ça j'ai oublié aussi de portée. préciser que tu es d'abord une militante féministe. Oui, donc c'est une valeur universelle et donc qui doit être portée par tout le monde. Et je pense que nous avons un roi qui est féministe, il faut le reconnaître, il est féministe. Et si tu permets, je rappelle juste une phrase du discours, une phrase Bien sûr. qui est pour moi très importante. Notre ambition, là je cite Sa Majesté, notre ambition est de poursuivre l'édification d'un Maroc avancé et fort de sa dignité. Aussi est-il indispensable pour tous les Marocains, hommes et femmes, prennent une part active à la dynamique de développement. Alors comment ces Marocaines et Marocains, comment ils et elles peuvent prendre une part active à la dynamique de toute la dynamique de développement? Je pense que c'est d'abord en luttant contre les injustices. Et les injustices de genre sont les plus flagrantes dans ce pays. Et ces injustices, elles sont d'ordre économique, l'accès aux ressources, elles sont d'ordre social, elles sont d'ordre environnemental, elles sont bien sûr d'ordre juridique. Donc, je pense que le discours a été très clair. Aujourd'hui, il faut qu'on corrige toutes les défaillances qui ont vu le jour depuis la dernière révision du Code de la famille. Et donc corriger ces défaillances qui, au fait, ont laissé libre cours à des pratiques insupportables, comme le mariage des mineurs. C'est la nature qui reprend vite ses droits. Voilà. Donc quand on a un article avec un petit sous-article qui permet au juge de... Ça devient la règle. Ça devient la règle, c'est ça le problème. Donc d'abord corriger les défaillances. Je pense que ça c'est... Et ça ne va pas être... Je ne pense pas que ça va être très difficile. Et puis, ouvrir de nouveaux chantiers qui n'ont pas été ouverts ou qui ont été partiellement ouverts ou sur lesquels les débats se font rares ou commencent à peine. Et je pense que là, Sa Majesté a été claire. On va rester dans l'esprit du Maroc. Mais un Maroc ouvert et tolérant. Un Maroc ouvert, tolérant, et surtout faire appel à l'ijtihad. Tout à fait. Et je pense que nous avons, alhamdoulilah, aujourd'hui, de quoi, je parle en ressources humaines, de faire l'ijtihad. Si tu permets, je vais citer deux personnes que j'aime beaucoup sur ce chapitre, un homme et une femme. Oui. Donc il y a Moulay Ahmed El-Khamelichi, qui est quand même directeur de Dar al-Hadith al-Hassaniya, une institution de poids. Et il y a Asma El-Marabat. Absolument. Et donc, je les cite un exemple, il y en a d'autres, aussi bien au Maroc que dans d'autres pays musulmans. Donc, il faudrait aussi qu'on écoute ce ijtihad pour pouvoir avancer sur des sujets qui doivent faire l'objet de changements au niveau du Code de la famille. Donc c'est l'aspect juridique essentiellement aussi, hein, donc on parle... C'est l'aspect juridique, mais il n'y a pas que l'aspect juridique, il y a tous les autres aspects. Bien entendu, mais bon, disons qu'aujourd'hui, je pense que les orientations, elles sont claires aussi par rapport à ce fameux code qui doit être... Donc il y a des articles qui doivent être revus, d'autres abrogés pour qu'on puisse avancer. Vous avez parlé, bien entendu, du mariage des mineurs. Vous parlez aussi, donc, il y a aussi le problème de la garde, par exemple. La garde des enfants, la tutelle. Oui. Bien sûr, ce sont des mécanismes juridiques et il y a une inégalité criante entre les hommes et les femmes à ce niveau-là. C'est-à-dire, il y a une égalité qui se fait pendant le mariage, mais avant le mariage et après le mariage, il n'y a plus d'égalité. Non, il n'y a plus d'égalité. Quand on retire à une maman ses enfants juste parce qu'elle a décidé de refaire sa vie, c'est une inégalité. Et c'est une douleur pour la maman et pour l'enfant. Je pense que les inégalités sont juridiques, elles sont aussi économiques, elles sont aussi sociales,
on parlait tout à l'heure d'éducation, l'accès à l'éducation est toujours, le droit d'accès à l'éducation est toujours inégalitaire. Donc il faudrait aussi agir. Et je reviens là au discours de Sa Majesté, parce que donc il nous annonce la révision, mais Sa Majesté nous a donné la voie aussi, le comment. Mais alors justement, c'est quoi Le ce comment, ce mécanisme? Sa Majesté, dans le discours, parle de l'opérationnalisation des institutions constitutionnelles concernées par les droits de la famille et de la femme et de la famille. Alors lesquelles? Alors, parmi ces institutions, il y a la PALD, l'autorité pour la parité et la lutte contre toute forme de discrimination. Cette autorité existe sur le texte. Aussi critiqué, critiquable soit-il, il y a un texte qui existe. Et donc, dans ce texte, il y a, à mon avis, il y a 2 points essentiels. Cette autorité, qui est un organe constitutionnel, un mécanisme constitutionnel, doit être mise en place au plus vite. Il y a la mission de veille sur toute forme de discrimination et aussi la proposition. Il doit être une force de proposition pour justement aller vers la parité et l'égalité. Et donc c'est à cet organisme, une fois créé, d'écouter. Je parlais tout à l'heure des ulama, d'écouter les sociologues, d'écouter les économistes, d'écouter la société civile. Alors justement, il y a aujourd'hui une dynamique dans la société. Justement, il y a le fameux collectif Parité Maintenant. Exactement. Avec qui tu travailles, tu as même traduit, il me semble, certains documents. En fait, j'ai accompagné la dynamique de la création du collectif depuis le début, parce que c'est une dynamique. Ce que j'aime bien dans ce collectif, c'est qu'il n'est pas sorti comme ça. C'est une dynamique qui a duré 4 années. Et donc, il y a eu beaucoup de travail, beaucoup de rencontres, et donc qui ont abouti sur une charte qui a été signée par des personnalités, après un mémorandum, et enfin une pétition pour une loi cadre sur la parité. Et donc, je reviens à la PALD. Elle devrait justement être l'autorité qui écoute ce genre d'initiative. L'avantage du collectif, c'est que il nous a produit tout un arsenal juridique, mais aussi économique et social. C'est-à-dire la loi cadre est quasi prête concernant la parité. Je pense qu'elle est presque prête. Je ne suis pas autorisée à parler au nom du collectif, mais je pense qu'elle est quasiment prête. Mais il y a tu as parlé de traduction. Oui, j'ai traduit notamment le mémorandum, enfin le livre blanc sur les droits économiques et sociaux. Et donc, je ne suis pas traductrice, mais mon passage dans l'administration, justement, m'a permis de pouvoir écrire. Et puis la passion aussi. Et la passion, le sujet. bien sûr. Justement, je veux dire, de pouvoir écrire, rédiger sur les sujets que je maîtrise ou pour lesquels je suis passionnée dans les 2 langues. Et donc, j'ai traduit de l'arabe vers le français le livre blanc sur les droits économiques et sociaux. Donc, c'est quelque chose que je maîtrise. Donc, je le fais facilement. Et ça fait partie, j'ai dit, de mon parcours. Quand j'étais dans l'administration, on produisait les communiqués de presse en arabe en français, les PV en français. Oui. Donc, c'est un apprentissage que j'ai gardé et que j'utilise aussi dans ma vie associative. En tout cas, on espère que cette création, enfin, ces nominations, parce qu'il y en aura certainement plusieurs, et que cette commission travaillera très vite. C'est une autorité. Que cette autorité, absolument, travaille très vite donc, pour respecter ces orientations. Et qu'elle soit à l'écoute de la société civile. Je n'en doute pas. Je pense qu'on a la chance de ce pays d'avoir une société civile qui est très, très active et très, très productive, qui travaille énormément et qui donne de son temps depuis toujours. Bien sûr. Et ça, c'est une force et je pense qu'elle sera écoutée. En tout cas, je te pose la dernière question de l'émission, Naïma. Donc, cette émission s'appelle Horatz et j'aimerais bien que tu me donnes la définition de la liberté pour toi. Qu'est-ce qu'elle signifie? Est-ce que tu te considères comme une femme libre? La liberté, je pense, la liberté dans tous les domaines, c'est de ne pas avoir les mains liées par des textes discriminatoires ou par des politiques publiques discriminatoires ou par des mentalités discriminatoires, par une pression sociale. Donc, moi, personnellement, je me sens une femme libre.
je suis libre. Mais il m'est arrivé de ne pas me sentir libre, et je vais donner un exemple. Oui. Il y a très longtemps, je voulais adopter un enfant. En tant que femme, vivant seule. Et à l'époque, je n'ai pas eu le droit de le faire parce que, heureusement, la loi a changé maintenant, c'est possible. Ça a été un moment où je me suis sentie pas libre chez moi. Oui. On m'a refusé, à l'époque, on m'a refusé une envie, presque je dirais un besoin. Et bien sûr, la liberté, c'est aussi la tolérance, c'est l'acceptation de l'autre. C'est ne pas marcher sur la liberté des autres non plus. Tout à fait, elle s'arrête aussi à ce niveau-là. C'est respecter les autres, mais vraiment avoir l'opportunité de faire et d'agir comme on pense que c'est le bon sens. Merci beaucoup Naïma pour la qualité de tes réponses et je suis vraiment très contente de t'avoir reçue pour cette émission juste après un discours historique. Je rappelle que tu es présidente du comité de soutien à la scolarisation des filles, que tu es consultante aussi dans le domaine social et que voilà, tu es une militante, tu es une passionnée depuis toujours de ces questions sociales et de droits humains. Et de droits humains. Parce que le féminisme, c'est une composante de droits humains. Tout à fait. Tout à fait. Et puis je rappelle c'est une valeur universelle. Que tu, donc, en tant que présidente du comité de soutien à la scolarisation des filles, que ce programme Une bourse pour réussir est un programme qui est pour moi qui est excellent, qui est facile à appliquer. Tu m'as tellement accompagnée. C'est 500 dirhams par mois, tous les mois, pendant 10 mois, sur une période de 3 ans. Ce n'est pas grand-chose. Je pense qu'il y a beaucoup de nos concitoyens qui pourraient prendre en charge une fille, 2 filles, peut-être plus, ou des entreprises. En tout cas, ce serait la garantie d'accorder à ces jeunes filles la promesse d'un avenir meilleur, et donc de devenir ces jeunes citoyennes dont on a besoin, dont le pays a besoin. Merci pour cet appel citoyen. Mais je t'en prie, Naïma. Merci encore. Quant à vous, mesdames et messieurs, je vous remercie d'avoir suivi cet épisode de Horatz. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une thématique différente et avec un autre invité, bien sûr. Bonne continuation des programmes sur M24.